Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce premier point de marché, enfin ce point de marché pardon du mardi 18 septembre 2018. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour à vous Brice, j'espère que vous allez bien. Didier que je salue également. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du dollar. Est-ce que le dollar est baissier? Est-ce qu'il faut shorter le dollar US? Est-ce que nous allons essayer, en tout cas, nous allons voir ensemble avec l'analyse technique. Et le focus du jour sera l'indice NAB du marché immobilier. Le marché immobilier qui est considéré comme un indicateur avancé de l'économie d'un pays. Et quand c'est l'économie américaine, et bien évidemment, c'est un poids particulièrement important. Donc voilà, ce sera le focus du jour. Tout de suite, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Euh, Bonjour, alors tous ceux qui viennent nous rejoindre, Claude, bonjour à vous Claude, alors Claude qui me demande comment lire vos commentaires en dehors des conférences. Alors mes commentaires, mes analyses sont disponibles sur le site DailyFX, DailyFX ou alors sur Twitter également, je commente le marché. Donc voilà, sur différents supports, les réseaux sociaux, principalement Twitter, le site DailyFX bien évidemment où j'écris des articles quotidiennement et ce webinaire quotidien. Voilà, alors bonjour Raymond, bonjour Didier, où on est avec les taux US Chine? Où on est où avec les taxes pardon US Chine? Alors on va voir ça dans un petit instant. Voici le briefing de l'actualité. Alors on a Donald Trump qui avait une heure avant la fermeture des marchés américains annoncé qu'il avait déclaré euh, quelque chose concernant la Chine après la fermeture des marchés. Donc hier soir on a Donald Trump qui a annoncé la mise en place de tarifs douaniers de 10% sur 200 milliards de dollars de biens importés de Chine à compter du 24 septembre, donc la semaine prochaine, avant de passer à 25% le 1er janvier. Le président a aussi annoncé qu'en cas de rétorsion, il serait prêt à appliquer des droits de douane sur 267 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires. Bon, paradoxalement, on a eu l'AUD, le NZD qui ont continué à progresser, comme lundi. On a depuis en fait hier un inversement, oui, de la réaction du marché. Puis le début de la guerre commerciale, on a l'AUD, le NZD, les devises Como qui sont en baisse dans ce contexte de guerre commerciale. À l'inverse, dollar-yen qui progresse. Les marchés actions américains qui étaient les seuls à tenir et les autres qui étaient en baisse. Et bien là, on a l'inverse, c'est-à-dire dollar, US, yen, marché américain en baisse hier. Et à l'inverse, on a tout ce qui est Europe, Asie, que ce soit devises ou marché actions qui sont en hausse. Voilà, donc on a un inversement du comportement du marché à court terme. Alors, est-ce que c'est quelque chose de durable ou est-ce que c'est quelque chose juste de temporaire? C'est avec le temps que nous pourrons le savoir. Concernant la politique US, on a l'administration Trump qui va réduire le nombre d'administrations de réfugiés au niveau le plus bas depuis le début du programme à 30 000 pour 2019. C'est une baisse de 33% par rapport à 2018, a annoncé lundi le secrétaire d'État Mike Pompeo. Alors pourquoi c'est important, enfin pourquoi c'est annoncé dans cette slide? Tout simplement parce qu'on a, je vous rappelle, les élections de mi-mandat qui approchent, mois de novembre, pour les élections législatives de mi-mandat aux États-Unis. Et comme vous savez, les démocrates ne sont pas pour ces mesures. Donc voilà, peut-être que ça pourrait accentuer la pression sur les élections de mi-mandat. Concernant la macro US, alors on a l'activité manufacturière dans la région de New York qui a ralenti plus vite que prévu en septembre, 19 points contre 25,6 en août et 23 qui étaient attendus. Concernant le Brexit, on a Theresa May qui a averti lundi à son parti divisé et même à l'ensemble de la scène internationale que son plan shaké, donc c'est un soft Brexit, des propositions pour un soft Brexit, qui a négocié en juillet et qui implique de maintenir des liens économiques étroits avec l'UE, est la seule option pour éviter un Brexit sans accord. Voilà, donc Theresa May a dit c'est soit le plan shaké, soit rien du tout. Et donc concernant de l'euro, on a l'inflation qui a légèrement ralenti au mois d'août à 2% sur un rythme annuel. Cependant, l'inflation corps, l'IPC sous-jacent, a été confirmé à 1,2%. Et enfin, concernant la RBA, on n'a pas de nouveautés dans les minutes qui ont été publiées cette nuit. On a toutefois un commentaire indiquant que la modeste dépression du dollar australien a contribué à la croissance économique intérieure du pays. Voilà, concernant les chiffres hier, vous voyez,
marché US dans le rouge, que ce soit le Dixie ou les marchés actions, avec une nette sous-performance du Nasdaq 100, moins 1,47%, les techs qui sont potentiellement les plus exposés à cette guerre commerciale, parce que la Chine pourrait faire pression sur la chaîne, l'approvisionnement de la chaîne manufacturière américaine, parce que comme je vous l'ai dit hier, les États-Unis pro produisent, voilà, fabriquent, ils ont une activité manufacturière, mais généralement ils n'ont pas les ressources de base, ni les matériaux, ni les composants de base. Ils sont souvent importés des pays émergents et asiatiques et surtout la Chine. Donc si la Chine demain décide d'arrêter d'exporter ses circuits électroniques par exemple vers les États-Unis, eh bien ça poserait un problème à l'activité manufacturière américaine. Et également, on a la Chine qui pourrait jouer finalement sur le fait que ce soit le pays qui fabrique les technologies américaines. Hein. Si vous regardez Apple, voilà, toutes ces entreprises, Apple, Microsoft, etc., développent aux États-Unis, mais fabriquent en Asie et surtout en Chine. Donc si demain la Chine décide de voilà, compliquer finalement ses exportations, augmenter les tarifs ou voilà, peu importe, eh bien ça pourrait faire augmenter les prix de le prix des produits de ces entreprises. Or ces entreprises, on sait que c'est eux qui tiennent le S&P 500. Hein. Si on regarde les entreprises qui sont en hausse sur le S&P 500, c'est surtout les majeures, les plus importantes, et c'est eux qui tirent le S&P 500 dans le vert. Hein. Donc, euh, donc voilà, d'ailleurs on le voit bien, le Nasdaq 100 qui surperforme le S&P, c'est pas pour rien. Donc les valeurs tech, c'est eux qui tirent Wall Street. Si demain la Chine s'en prend aux tech, puisque c'est elle qui a finalement un gros contrôle sur celle-ci, eh bien ça pourrait faire pression sur Donald Trump, puisque Donald Trump semble être très focalisé sur la tendance des marchés américains qui sert de référence pour Donald Trump. Hein. Donc voilà, les techs qui pourraient être le secteur le plus exposé à cette guerre commerciale. Et c'est pour ça qu'on a cette deuxième séance consécutive de baisse et même de sous-performance du Nasdaq 100. Ce matin, on a le rendement du 10 ans américain qui talonne les 3%, qui a augmenté de 5 points de base hier. Le Yen Index qui est en baisse, le Gold à l'équilibre, le Nikkei, le Shanghai, vous voyez qu'ils sont en hausse alors qu'on a Donald Trump qui a annoncé 10% de tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises. Alors on a deux scénarios. Est-ce que le marché a pricé cette guerre commerciale? Est-ce que ce risque a été intégré dans les prix? Ou est-ce que le marché ne réagit pas de façon cohérente? Alors, je pense qu'il y a un peu des deux, dans le sens que voilà, ces menaces hein, de 200 milliards de dollars de marchandises chinoises, à la base, c'était directement 25% de tarifs douaniers et non pas 10%. Donc, je pense que les 10%, je dirais pas qu'on rassurait le marché, mais c'est moins pire que ce qu'il attendait. Mais par contre, je pense que la vision est plutôt à court terme, c'est-à-dire que oui, c'est moins pire que prévu, mais à terme, ces 10% de tarifs douaniers, ces 200 milliards de dollars de marchandises chinoises qui sont taxées, c'est des produits de consommation des Américains. C'est-à-dire que les Américains vont payer au final leurs produits plus chers. Ils vont payer leurs produits plus chers, donc ça va faire des pressions inflationnistes sans nécessairement augmenter la croissance, parce que normalement c'est la croissance qui tend à accélérer la hausse des prix. Mais là, ça serait une hausse de l'inflation artificielle parce que ce serait uniquement dû à des tarifs douaniers et non pas à une accélération de la croissance. Donc à terme, de toute façon, ça serait négatif pour les marchés, que ça soit dollar ou marché action. Voilà. Maintenant, à court terme, il semblerait que le marché finalement soit entre guillemets rassuré que ce ne soit pas 25% de tarifs douaniers sur les marchandises chinoises et que ce soit seulement 10%. Voilà. Voilà un petit peu, à mon avis, de ce qu'on peut en retenir hein, de cette réaction du marché. Je pense pas que le risque a été pricé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne sait pas jusqu'à où cette guerre commerciale va aller. Vous me direz, par exemple, pour une hausse des taux, on sait que ce qui est en jeu, c'est une hausse des taux. Mais pour la guerre commerciale, concrètement, il y a 2 mois, c'était 50 milliards qui étaient taxés. Maintenant, c'est 200. Dans 2 mois, ça pourrait être bien plus. Vous voyez, même Donald Trump a indiqué, comme je vous l'ai dit, qu'en cas de rétorsion de la Chine, Donald Trump appliquerait immédiatement des tarifs supplémentaires sur 267 milliards de dollars de marchandises chinoises supplémentaires. Donc, en fait,
le marché ne peut pas avoir pricé totalement cette guerre commerciale puisqu'on ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Voilà, donc pour moi, le fait que, enfin, l'hypothèse que les investisseurs ont intégré ce risque dans les prix, pour moi, ce n'est pas une bonne raison. Ce n'est pas quelque chose, comment dire, une raison justifiable. Euh, donc, euh, donc voilà, je reste assez négatif sur eh bien tout ce qui est devises commo, tout ce qui est marché émergent en Europe dans une plus faible mesure et même sur les marchés actions américains parce que pour le moment actions américains ils sont tirés grâce à quoi? Bon déjà parce qu'il y a une bulle sur les techs, les investisseurs investissent sur les techs tout le temps et de deux parce qu'il y a beaucoup de buybacks, des rachats d'actions de la part des entreprises. Donc finalement on a également une montée du prix qui est assez artificielle. On a les rachats, les programmes de rachat d'actions des entreprises qui est supérieur au programme d'investissement et de loin. Première fois en 10 ans. Donc voilà, on a déjà les marchés qui, comme vous le savez, depuis des années, sont vraiment intéressés par les techs. On voit, par exemple, Netflix, il fait très très peu de bénéfices, en fait, qui est même euh, qui fait des bénéfices depuis très peu, depuis à peine 2 ans, il me semble. Netflix qui vaut plus de 100 milliards. Netflix, il vaut plus que LVMH ou que Total ou que n'importe quelle entreprise de la zone euro, il me semble. En tout cas, l'une des plus importantes. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une bulle sur les techs. Il suffit de voir la performance du Nasdaq comparée à celle du S&P, comparée à celle par exemple du MSCI global, du MSCI monde, et on voit très bien que c'est les techs concrètement qui tirent tous les marchés actions, et surtout aux États-Unis. Concernant le calendrier économique, donc comme je vous l'ai dit, on aura à 16h l'indice du marché du logement NAB. Alors on a Draghi qui s'exprimera à Paris dans quelques minutes. Bon, rien d'important, ce n'est pas concernant la politique monétaire, c'est concernant alors l'agence de prudence. Alors, c'est l'agence. Alors, on va voir ça tout de suite sur le site de BCE, mais rien d'important, je vous rassure. Euh, ah, d'ailleurs, vous voyez les nouveaux billets de 100 et 200 euros qui seront alors annoncés, donc ils ont été annoncés aujourd'hui, qui seront en place le 28 mai 2019. Donc, bien, vous voyez, je viens de l'apprendre avec vous. Donc, l'agenda. L'agenda, sinon on a un site donc média, weekly schedule, voilà. Weekly schedule, donc nous sommes Tuesday 18, Draghi, keynote speech, président, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, voilà, ACPR, à Paris. Donc rien de très important, enfin ce qui nous intéresse, hein. On va pas avoir d'annonces sur la politique monétaire qui seront ce matin. Donc voilà, rien de très important. La tendance du marché ce matin, regardez, AUDNZD qui surperforme, à l'inverse, Yen, bon, GBP qui est en baisse, mais le Yen, vous voyez, qui sous-performe dans ce contexte de tension commerciale, le Yen Index qui revient en bas de ce range, perspective haussière pour le Yen tant qu'on est, eh bien, comme vous le savez, dans un range, la probabilité, comment dire, que le cours continue à ranger est supérieure à une cassure. Donc voilà, ça ne sert à rien de comment dire, spéculer sur la cassure du prix tant que le cours est dans un range. Alors, la question que j'ai annoncée dans mon titre, est-ce que le dollar est baissier? Est-ce qu'il faut shorter le dollar sur du court, moyen, long terme? Peut-être pas long terme, mais court et moyen terme en tout cas. Eh bien, on va faire l'analyse des différents indices dollars. Donc là, devant nous, on a l'indice dollar équipondéré avec l'ensemble des devises majeures. Parce que comme vous savez, le DXY n'est pas équipondéré. Euh, Quels sont les signaux sur cet index? Bon, bien vous voyez que dollar
cet indice est dans un canal baissier, un léger canal baissier depuis 2016, depuis l'élection de Donald Trump, enfin non, après l'élection de Donald Trump, pardon, avant l'élection de Donald Trump, on a cet oblique qui a été dépassé. On est toujours au-dessus de la moyenne du nuage Ishimoku. Donc on garde sur cet indice une perspective haussière, comment dire, sur du moyen terme, concrètement, tant que le cours est techniquement au-dessus de ce nuage. On a un moyenne mobile à 200 jours qui est quand même assez loin, comme vous pouvez constater. Donc pour le moment, sur ce dollar index, on n'a pas de signaux baissiers majeurs. Toutefois, nous noterons qu'on a un RSI avec une importante divergence baissière. Regardez ici, depuis finalement presque le début de ce bull market. Donc grosse divergence baissière, RSI dorénavant sous 47. Donc en plus de cela, ça coïncide très bien avec le fait que ce dollar est revenu sous cette résistance. Donc voilà, ce dollar émet quelques signaux baissiers. Par contre, le DXY, là c'est beaucoup plus sérieux. Regardez, on a une épaule, tête-épaule. On a un RSI qui est que sous 50. On a une divergence également. Regardez ce sommet du prix. Donc on a clairement quelque chose, vous voyez, un momentum qui n'accompagne plus la hausse du prix. Et on a le prix cette fois-ci sous le nuage du Shimoku. Voilà, donc ce dollar, le DXY finalement, émet des signaux baissiers beaucoup plus sérieux que notre dollar index écoute pondéré. Toutefois, les deux, vous voyez, tournent de plus en plus en faveur d'une baisse. Donc pour moi, voilà, baissier sur le dollar et forcément les signaux qui me permettraient d'être plus confiant sur cette baisse du dollar d'un point de vue swing trading moyen terme, c'est si ce fameux indice passe sous son nuage Ichimoku. Ça renforcerait la perspective baissière et on pourra s'attendre finalement à un retracement de, on va dire, 38-50%, au moins on va dire 50% de retracement de cette tendance. Voilà. Donc dollar, moi je suis baissier, que ce soit face à des devises comme l'euro, le GBP, l'AUD et le NZD, bien qu'ils rebondissent depuis le début de la semaine, est-ce qu'il faut les payer face au dollar? Ça me semble un petit peu trop risqué. Donc voilà, personnellement, je privilégierais l'achat euro GBP, le CAD, pourquoi pas également, le yen, je vous l'ai dit, même si voilà, le yen sous-performe. Donc voilà. En tout cas, l'euro GBP et le CAD, c'est des devises qui m'intéressent à payer face au dollar US. Trump ne se-t-il pas en difficulté pour les élections du 6 novembre avec ses 10% sur les biens de consommation chinois, un consommateur US et aussi un électeur US? Oui. Oui, alors c'est vrai qu'il se met un petit peu en difficulté. Maintenant, est-ce que finalement la population américaine n'a pas élu Donald Trump pour ces raisons, c'est-à-dire réduire le déficit commercial et surtout faire revenir des emplois manufacturiers aux États-Unis? Je ne sais pas s'il va réussir, mais en tout cas, c'est l'une des promesses de Donald Trump pendant sa campagne. Et on peut imaginer que les Américains soutiennent pour le moment, puisqu'ils ne voient pas encore l'impact sur leur style de vie. Il n'y a pas encore d'impact de ces mesures sur les prix à la consommation. Donc pour le moment, ils ne voient pas vraiment de points négatifs à cette guerre commerciale, les Américains, dans le cas de très concret, que ça touche pas leur portefeuille. Mais dès que ça toucherait leur portefeuille, là par contre, ça pourrait jouer en défaveur de Donald Trump. Donc voilà. Pour un moment, je pense pas que ça a un impact très négatif sur l'opinion des Américains envers leur président. Mais dès lors qu'on verra une hausse des prix à la consommation qui sera pas soutenue par l'activité économique, mais simplement par les tarifs douaniers, là par contre les Américains pourraient, oui, commencer à réellement cette mesure pourrait réellement, oui, jouer en défaveur de Trump. Maintenant, est-ce que ces impacts, ces effets sur la consommation auront lieu avant les élections de mi-mandat le 6 novembre, c'est-à-dire d'ici à peine 2 mois? Je ne sais pas. Même si on a ces tarifs qui rentrent en place la semaine prochaine, ça pourrait prendre un petit peu de temps à ce que ce soit reflété dans les prix réels. Voilà, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette guerre commerciale a des pressions inflationnistes, mais c'est pas des pressions inflationnistes saines, parce que c'est pas des pressions inflationnistes qui sont générées par la hausse de la croissance.
c'est une pression inflationniste qui est simplement artificielle, juste parce qu'il y a des tarifs douaniers. Donc c'est pas la Fed va devoir peut-être accélérer son rythme de hausse des taux parce qu'il y a une hausse d'inflation et la priorité, la mission numéro 1 d'une banque centrale, c'est de stabiliser les prix, je vous rappelle. Donc c'est 2% l'objectif des banques centrales des économies développées. D'une manière générale, à peu près 2%, ça dépend lesquelles, mais voilà, ça tourne autour de 2%. Donc voilà, la Fed remontera ses taux aussi longtemps que la situation macroéconomique lui permette. Voilà. Tant qu'il y a une croissance qui reste bonne, un marché de l'emploi qui reste faible, elle continuera à augmenter ses taux, peu importe s'il y a une guerre commerciale ou non. C'est dès lors qu'on aura une croissance qui ralentira fortement, qui se dégradera, que là, la Fed sera en face d'un dilemme. Est-ce que elle va accentuer la pression sur l'économie en augmentant ses taux, parce que quand une banque centrale augmente ses taux, ça tend à réduire la croissance économique, parce que forcément, les coûts d'emprunt de la part des banques et forcément des entreprises et des particuliers, sont plus importants. Donc, il y a moins d'emprunts, moins de consommation et donc moins d'activité économique. Donc, en général, une hausse des taux, enfin, pas qu'une seule, mais un programme d'hausse des taux, un cycle de hausse des taux, tend à ralentir la croissance et c'est pour ça que les prix finalement se réduisent également. Donc voilà, mais en tout cas, tant que la croissance reste élevée aux États-Unis et que l'inflation est au-dessus de 2%, il n'y a pas de raison que la Fed stoppe son rythme de hausse des taux, même dans ce contexte de guerre commerciale. La Fed reviendra sur sa politique monétaire que si la situation macroéconomique lui oblige. Voilà, et donc d'ailleurs, on a même cette hausse des taux, cette probabilité de hausse des taux de la Fed qui est toujours extrêmement élevée. Alors pour le mois de septembre, le 26 septembre, je rappelle que le 26, il y a la Fed qui décidera des taux et ça devrait aboutir à une hausse des taux. La probabilité de plus de 95%, donc autant vous dire que cette probabilité a été déjà intégrée dans le marché, donc c'est pas ça qui joue un rôle de moteur dans le dollar. Vous voyez, 95% de probabilité d'une hausse des taux. Et pour le mois de décembre, donc la deuxième hausse des taux avant la fin de l'année, donc ça fera 4 en total pour 2018, si on a cette hausse des taux en décembre. Pour le mois de décembre, là où la probabilité de 75%, 76. Il y a un jour, elle était à 81, il y a une semaine 80. Donc par rapport à un jour, c'est pas très important parce qu'en un jour, voilà, ça peut varier. L'important, c'est la tendance comparée à il y a à une semaine et un mois. Bon, la probabilité est supérieure à ce qu'on avait il y a un mois, mais est inférieure à ce qu'on avait il y a une semaine. Donc, voilà, peut-être que le marché, vous voyez que en fait cette comparaison entre la probabilité actuelle et la probabilité il y a une semaine, elle est particulièrement bien corrélée à la tendance du dollar. C'est-à-dire que dès que à court terme la probabilité est inférieure à celle d'il y a une semaine, on a généralement un dollar qui est sous pression. Et à l'inverse, dès qu'on a cette probabilité qui est supérieure à ce qu'on avait il y a une semaine, le dollar est soutenu. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on avait hier. Ça n'a pas vraiment d'impact. Voilà. Donc là, on voit 75% probabilité actuellement d'une 76 pour une seconde hausse des taux d'ici la fin de l'année, contre 80 il y a une semaine. Voilà. Donc la probabilité d'une seconde hausse des taux en décembre, se réduit, et ce qui fait pression sur le dollar. Voilà, donc à mon avis, la tendance qu'on connaît actuellement sur le dollar, enfin la pression de plus en plus importante, devrait durer jusqu'à au moins la Fed, le 26 septembre prochain. C'est tout simplement mercredi soir. Donc, je pense à la tendance qu'on connaît sur le dollar depuis, on va dire, vendredi, en fait, depuis le décevant chiffre de l'IPC, qu'on a eu, il me semble, jeudi ou vendredi, il me semble c'est jeudi. Jeudi, on a l'IPC US, jeudi la semaine dernière, qui a déçu le marché, et c'est depuis cette déception qu'on a un dollar qui est particulièrement sous pression. Eh bien, je pense que cette tendance devrait durer sur le dollar jusqu'à jusqu'à la Fed finalement, et ensuite ce sera en fonction du discours de Powell, selon le ton qu'il adoptera, que soit le dollar rebondira jusqu'à ses récents sommets, ou soit on aura un dollar qui va accentuer sa baisse. Voilà, donc par conséquent, moi le dollar, je suis baissier jusqu'à au moins la semaine prochaine. En 4 heures, vous voyez, on a toujours cette hausse de l'euro. On vient chercher les 1,1733, donc ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, on ira le chercher à mon avis cette semaine. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffre macroéconomique qui va permettre cette hausse.
ça c'est peu probable, à part si on a un indice du marché immobilier NAB qui déçoit énormément. Dans ce cas-là, on aura une hausse, mais sinon ça devrait rester assez limité, hein, cette tendance, hein, cette volatilité sur l'euro-dollar aujourd'hui. Par contre, il me semble que demain, on a beaucoup plus de rendez-vous d'un point de vue macro, donc beaucoup plus de possibilités pour la paire euro-dollar. Donc mercredi, donc permis de construire mise en chantier. Voilà, donc vendredi par contre PMI prévisionnel pour le mois de septembre, donc ça sera particulièrement important. Je vous rappelle que l'indice PMI c'est un indicateur avancé de l'économie, c'est-à-dire que ça précède de 2-3 mois, même 3 mois pardon, l'application du PIB. Bon, un indice PMI d'un seul mois ne suffit pas pour avoir une idée du PIB, mais bon, comme vous savez, le PIB c'est publié de façon trimestrielle généralement. Donc dès qu'on connaît le PIB par exemple de juillet ou de septembre, eh bien on a une idée du PIB. Parce que si on a un PMI qui a accéléré, accéléré comparé au trimestre précédent, on va avoir généralement un PIB qui va être en hausse par rapport à la précédente publication et vice versa. Donc l'indice PMI c'est particulièrement important. Voilà, donc l'euro-dollar haussier jusqu'à 1,1733. GBP USD pareil, je suis haussier. Vous voyez, on est au RM mensuel, RM hebdomadaire, donc ça y est, l'objectif, hein, le second objectif à 1,32 qui a été atteint, 1,32 qui est la moyenne mobile, vous voyez, à 100 jours, donc c'était un objectif qui a été donné lundi 10 septembre. Donc voilà, ça fait un peu plus de 200 pips, ça fait même 300, hein, 300 pips qui ont été atteints en 8 jours, voilà, en 8 séances, pas en 8 séances, pardon, en 8 jours. Donc R1 mensuel, moyenne mobile à 100 jours, on peut s'attendre, vous voyez, à une petite prise de bénéfice avant une poursuite de la tendance haussière. Voilà, encore une fois, il y a eu une marge de hausse pour le dollar, pour le JBP, pardon, face au dollar. Le dollar qui, lui, moi j'ai une perspective baissière pour les prochaines séances, au moins jusqu'à la Fed. Et pour ce qui est euro GBP, je pense qu'il y a des risques qui ont été trop pricés, notamment celui du Brexit, qui a pesé énormément sur la livre sterling ces derniers mois. Et donc je m'attends à une correction de cette tendance baissière. Et d'ailleurs, on va mettre les retracements de Fibo. Donc on a 33%, 50%. Ouais, 50% c'est 1,35. Moi je m'attends vraiment à un retour du GBP USD à 1,35. Pas d'ici la semaine prochaine, mais voilà, ça va dépendre également du ton de Powell qui pourrait accélérer cette hausse s'il déçoit les investisseurs. Mais dans l'idée, je m'attends d'ici quelques semaines à un retour à 1,35. L'USD CAD également, j'ai une conviction baissière assez importante. Parce que si on a un accord de l'AENA, ça devrait accélérer le rythme de hausse des taux de la Banque du Canada et par conséquent, le spread 10 ans canadien-US va être en faveur de la hausse du CAD. Regardez ici, on va mettre USD CAD. USD CAD, on va enlever, voilà, tous les, tout ce qu'on a sur notre graphique. On va se mettre sur un an et on va superposer donc le 10 ans US avec le 10 ans canadien. Mince. Donc là, j'ai comparé, il fallait juste superposer. Hop, voilà. Donc vous voyez, on a une corrélation parfaite. Ce qui veut dire alors, pour expliquer un petit peu mieux ce spread, parce que c'est vrai que ça peut être mal compris. Finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici le 10 ans américain. Je vais comparer au 10 ans canadien. On va pas mettre en pourcentage, mais en termes de prix. Voilà, on compare en termes de prix. Et je vais superposer, pas comparer cette fois-ci, le spread pour vous faire voir ce qu'est un spread. Un spread en anglais, c'est un écart. C'est en fait simplement un écart, l'écart en points, pas en pourcentage, l'écart en points entre le taux américain, le 10 ans américain qui est en chandelier ici, et le rendement canadien. En fait, la valeur de cette courbe ici, vous voyez à cet instant T, c'est ni plus ni moins que la distance en points entre le 10 ans américain et le 10 ans canadien. Voilà, cette distance en rouge, en points, c'est la valeur de la droite à cet instant. Donc, vous voyez par exemple, là on va prendre les pics. Là on a deux pics. Vous voyez le pic du 10 ans canadien, pic du 10 ans US.
Si on reporte cette droite de façon totalement identique avec la même distance, vous voyez qu'ici, l'écart n'est plus le même. Vous voyez qu'ici, on a un écart qui, là, ça se touche, ces 2 points. Je vais même être plus précis, voilà. Maintenant, si je reporte cette même distance, vous voyez qu'on a encore un gap ici. Il faut l'augmenter. Et c'est pour ça que entre ce point et cet instant, on a une courbe qui est haussière. Parce qu'on a cet écart entre les deux rendements qui est plus important. Donc voilà, un spread, c'est un écart en anglais. Donc, si on a une accélération du rythme de hausse de taux de la Banque du Canada, vous savez que là, une banque centrale a un impact direct sur les taux obligataires, les taux oui obligataires, enfin les rendements obligataires plutôt, voilà. Donc si on a une hausse des taux d'une banque centrale, on va voir le rendement obligataire du pays, que ça soit corporate ou enfin surtout gouvernemental, mais également corporate, donc des entreprises qui vont avoir tendance à augmenter, surtout le court terme. Celui à court terme, le 2 ans, est généralement parfaitement corrélé au taux de la banque centrale. Si vous regardez par exemple le 2 ans américain, il est à combien? Il est à 2,78%. Et en fait, ce 2 ans permet d'avoir une estimation de la probabilité d'une hausse des taux de la Fed. Parce que si finalement ce 2 ans américain il est déjà à 3%, eh bien on sait qu'on va avoir un rendement, un taux de la Fed qui va être à 3%. Parce qu'en fait, ce 2 ans est extrêmement corrélé au Fed Fund Rate, que je vais mettre devant nous. Fed Funds, Fed Bank, Fed Effective Fed Funds Rate. Voilà, donc c'est des points qui sont chaque mois. Et voilà, regardez. Voilà. Donc 2 ans corrélés au Fed Funds Rate. Si on a le 2 ans qui dépasse le Fed Funds Rate, ça veut dire qu'on a une probabilité qui augmente pour une prochaine hausse des taux. Voilà. Donc en fait ce spread, pardon, je reviens à l'USD CAD et au spread 10 ans US, 10 ans canadien. Si on a une accélération du rythme de hausse des taux de la Banque du Canada dans l'optique qu'on ait comment dire un accord de l'ALENA. Parce que si on a un accord de l'ALENA, on va avoir la banque canadienne qui va accélérer son rythme de hausse des taux. Donc plus de hausse des taux de la Banque du Canada, ça veut dire accélération enfin hausse du rendement du 10 ans canadien. Donc l'écart entre le 10 ans canadien et le 10 ans américain va se réduire. Et comme on le voit sur cette paire, si le spread alors la paire USD4, je la mets en rouge, voilà. Si on a ce spread qui est en chandelier qui baisse, eh bien on va avoir l'USD4 qui va être sous pression. Voilà. Donc pour l'USD4, ça va beaucoup dépendre des négociations de l'ANA. Si on a un accord qui est trouvé, la Banque du Canada qui a des statistiques, qui a une situation macroéconomique excellente, hein. PIB, IPC, l'inflation est à 3% au Canada, hein. C'est bien mieux qu'aux États-Unis et la croissance est également très très bonne. Alors je les ai pas en tête. Banque du Canada, donc bon, l'avantage de la Banque du Canada, c'est que vous savez que c'est un pays bilingue, français-anglais, donc vous avez tout en français hein, sur tous les sites gouvernementaux canadiens, que ce soit Banque du Canada, le gouvernement, etc. Tout est traduit en français. Enfin, c'est autant en anglais qu'en français, puisque c'est les 2 langues officielles. Et qu'est-ce que je voulais voir? Donc, situation macroéconomique, regardez. L'IPC médian, 2%. L'IPC mesuré par, enfin, l'IPC global, 3%. Tac, tac, on peut aller peut-être. Alors, je vais aller sur du PIB. PIB. Indicateur, voilà. Tac. Taux de chômage, 5,9, vous voyez qui est en baisse, hein, si on regarde une tendance depuis 2016, en baisse. Le PIB, alors je ne sais pas où il est, le PIB. Non. Non, je trouve pas le PIB. Bon, l'IPIB qui est très bon, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher sur Trading Economics, qui est un assez bon site hein, pour avoir, comment dire, en fait, pour voir tous les indicateurs macroéconomiques. Hein. Donc Canada, croissance PIB 0,7 sur un rythme trimestriel, hein, ce qui est quand même
très très important, hein. Et taux de croissance annuel, bon, ceux ici par contre il est renouvelé qu'une fois de temps en temps. Donc en juillet 2018, taux de croissance 1,9, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Donc voilà. Et comme vous savez, la mission numéro 1 d'une banque centrale, c'est pas la croissance, mais c'est la stabilisation du prix. Et puisque le PIB est en croissance, le taux de chômage est en baisse et que l'inflation est entre 2 et 3% selon les indicateurs, bon, il y a tout pour que la Banque du Canada augmente ses taux, en fait, aussi longtemps que la situation macroéconomique lui permet. Donc voilà, l'USD CAD, moi j'ai une perspective baissière, hein, pour résumer un petit peu tout cela. Pourquoi? Bien parce que si on a un accord de l'ANA qui est trouvé, la Banque du Canada va accélérer ce rythme de hausse des taux. Encore deux d'ici la fin de l'année. Je rappelle qu'il y a une hausse des taux qui est attendue par les investisseurs pour le mois d'octobre. Si on a un accord de l'ANA, la deuxième hausse des taux qui est actuellement pricée pour avril, hein, d'accord? Donc le marché s'attend pour une hausse des taux de la Banque du Canada en octobre et pour avril. Donc on imagine très bien que si on a un accord de l'ANA, cette deuxième hausse des taux ne sera pas en avril, mais sera bien plus tôt, décembre voire janvier. Voilà. Et donc ce qui va permettre au rendement canadien de progresser, de réduire le spread avec le rendement US et donc de faire pression sur cette USD CAD qui pourrait revenir à terme en bas de ce canal baissier. Ce canal haussier qui a débuté au début des renégociations de l'ANA. Les renégociations de l'ANA ont commencé à la mi-août 2017, vous voyez, et depuis c'est en hausse. Donc voilà, on imagine très bien un retour en bas du canal si on a un accord de l'ANA qui est trouvé. Alors Philippe qui nous dit bonjour, pour moi une baisse du dollar est possible vu que l'or construit un support, qu'en pensez-vous? Alors bon, l'or est surtout influencé par le dollar. C'est pas le dollar qui est influencé par l'or. Maintenant, il faut savoir que l'or, les spéculateurs professionnels ont un nombre de positions short le plus important, il me semble, depuis 2001. Donc en fait, c'est de la survente, hein. Ça veut dire que c'est l'or, il est survendu. À l'inverse, on a les positions spéculatives sur dollar US qui reculent à nouveau. Donc on a des positions longues qui se réduisent. Donc voilà. Concrètement, si on est haussier sur l'euro, si on est haussier sur la paire euro-dollar plutôt, on est haussier sur le gold. Moi, je suis haussier sur l'euro-dollar, comme vous le savez, donc je suis forcément haussier sur le gold. Et encore une fois, 1195, 1190, cette zone de 5 dollars sur le gold me semble un niveau de prix très intéressant pour passer à l'achat. Peut-on avoir une analyse précise du Nikkei qui est haussier dans le marché émergent, même dans le marché émergent baissier? Pourriez-vous avec Fibonacci établir un sommet possible en daily en 4 heures? Très bien. Alors, on va passer de toute façon au marché action, ensuite aux matières premières, oui. Donc Nikkei qui est en hausse. Donc le Nikkei, hein, qui est le Japon, qui est pas une économie émergente, hein. Donc faut la différencier, hein. Faut pas l'inclure dans le marché asiatique comme si on comparait la Chine et un autre pays. Vous voyez. Parce que finalement le Japon c'est la seule économie qui est considérée comme développée en Asie. Voilà, donc le Nikkei, c'est vrai qu'il émet un beau breakout, triangle ascendant, configuration chartiste haussière, hein, puisqu'on a des creux de plus en plus haut. Voilà, on a le stochastique également qui est bien orienté à la hausse. Donc là, c'est haussier, hein, concrètement pour le Nikkei. C'est haussier pour le Nikkei. Et voilà, a priori, donc vous voyez, là, on est venu chercher le R1 mensuel. Prochaine résistance majeure, ça sera le R2. Le R2 qui est à 23 900. Donc ça, c'est la prochaine résistance sur le Nikkei. Mais techniquement, on a un objectif haussier, vous voyez, qui est de cette hauteur. Alors normalement, si je devais faire bien les choses, c'est ici, puisque c'est le premier, c'est le creux entre les deux points de cette droite horizontale, de cette résistance. Donc là, on a la hauteur ici qu'on va reporter. Et ça, c'est l'objectif théorique. C'est le R3 mensuel. C'est les 24 600. Ça, c'est l'objectif théorique de ce triangle ascendant. Mais la prochaine résistance à court terme, enfin pas en intraday, hein, mais à court terme, c'est-à-dire pour les prochaines séances, c'est concrètement ce R2 mensuel. Les 24 000. 23 900, 24 000. Voilà. Alors, on va regarder d'ailleurs
quelque chose d'intéressant, ça va être la corrélation, parce qu'on a regardé la corrélation entre le stock 600 et le MSCI Emerging Market, mais on n'a pas regardé finalement la corrélation entre le MSCI Emerging Market et le Nikkei. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter plusieurs coefficients de corrélation, un avec le stock 600 et un avec le Topix même, plus que le Nikkei, le Topix. Parce que le Topix, c'est un indice plus large du Japon. Le Nikkei, c'est 225, le Topix, c'est beaucoup plus. Donc Topix 1000, on va mettre même le Nikkei, tiens. Voilà, comme ça, on va voir c'est lequel le plus influencé. Nikkei, on va même mettre le futur tant qu'on y est. Et on va se mettre sur 20 périodes et non pas 200. Donc pour avoir la corrélation à court terme. Alors, Nikkei beaucoup moins corrélé que le stock 600. Regardez, 25% de corrélation positive entre le MSCI Emerging Market et le Nikkei. Donc en tout de 50%, une corrélation n'est pas comment dire exploitable. Par contre, le stock 600, 91% de corrélation. 91%. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que alors il y a des hypothèses. Faut savoir que l'Europe est particulièrement exposée aux émergents, c'est-à-dire que leur commerce, des entreprises, enfin la part de commerce des entreprises européennes vers les émergents sont importants. Ils sont pas majoritaires, mais sont quand même, sont pas négligeables. Donc il y a cette raison-là. Alors je connais pas pour les entreprises japonaises, je n'ai pas ce chiffre, mais c'est cette raison qui explique la corrélation positive entre le stock 600 et le Japon. Il faut savoir que le Japon semble beaucoup plus ouvert à négocier avec les États-Unis en cas de différends commerciaux. Alors que l'Europe bon, a donné a donné oui, a émis des propositions aux États-Unis pour voilà, les voitures européennes, mais l'Europe, Bruxelles n'a pas clairement dit qu'il pourrait travailler avec les États-Unis pour réduire la balance, l'excédent commercial. Alors que le Japon, cette nuit, a clairement indiqué que le Japon pourrait travailler avec les États-Unis pour réduire la balance, enfin pour réduire le déficit commercial des Américains avec le Japon. Donc on a finalement une perspective entre le Japon et les États-Unis qui est beaucoup plus positive qu'entre les États-Unis et l'Europe, ce qui aussi peut expliquer cette différence de corrélation. Voilà, ceci étant dit, donc on a le Nikkei qui est finalement pas vraiment corrélé, vous voyez, au MSCI Emerging Market. Donc voilà. Alors Philippe qui nous dit ça bouge énormément avec Draghi, petite erreur de votre part. Alors regardons cela, euro-dollar, alors plus 0,06%, c'est pas non plus énorme. J'ai pas suivi ce qu'a dit Draghi. Bon, vous voyez, ça a commencé, ouais, 9h30. Alors je ne sais pas si c'est Draghi qui fait bouger hein, le marché. En tout cas, je ne vois pas ce qui pourrait être d'autre. Hein. Bon, après, c'est le début de la séance. Donc, à chaque fois, quand c'est le début de la séance, on a généralement un regain de volatilité. Regardez, par exemple, 9h ici, 9h, et ensuite le boom à 9h45. Ici, on est à 9h30, vous voyez. Bon, je ne sais pas si Draghi. Je ne sais pas si Draghi, je suis pas, hein, vous voyez que je suis avec vous, donc je ne sais pas ce que dit Draghi en ce moment même, mais c'est vrai que bon, ça bouge un petit peu. Après, est-ce que ça bouge parce on est à l'ouverture du marché ou est-ce que ça bouge à cause de Draghi? Voilà, je ne sais pas. Bon, concernant les indices européens, concernant les indices européens, bon là on a clairement une invalidation de la stratégie baissière que j'ai indiquée hier. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a un nouveau sommet. Vous voyez, on a cassé ce matin ce plus haut de la semaine dernière, malgré la divergence baissière et malgré le fait qu'on est dans une guerre commerciale. On voit bien que, eh bien, enfin, les marchés hier nous ont prouvé qu'ils réagissaient de façon différente. Maintenant, encore une fois, est-ce que c'est de façon temporaire ou est-ce que c'est de façon définitive? Ça me semble peu probable que ça soit de façon définitive. Donc voilà. Mais en tout cas, techniquement, voilà, nouveau plus haut de court terme. Donc c'est clairement haussier pour le moment. C'est clairement haussier. Et on peut s'attendre à un retracement finalement de 50. Bon, c'est déjà fait 50%. Là actuellement, on teste la moyenne mobile à 200 séances. Dans le passé, depuis un an, cette moyenne mobile à 200 séances est particulièrement importante. Donc voilà, prudence sur cette moyenne mobile. Je n'exclus pas une potentielle baisse sous celle-ci. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre en place des stratégies short à ce niveau de prix
alors que on a un momentum haussier aussi important, c'est extrêmement risqué dans le même temps. Voilà, donc je vais regarder les pivots journaliers, parce que vous savez que les pivots journaliers peuvent aider à entrer à l'achat ou à la vente. C'est que le R3 journalier est très rarement dépassé, hein. Si vous regardez dans le passé, R3 journalier ou S3, hein, c'est très rarement dépassé. Donc voilà. Ici, là, on avait un S3. Oui, donc ici, c'était le S3 du jour, où il avait été dépassé, ensuite le pullback. Mais sinon, vous voyez que ici, donc, on est au S2, S1, S1, R1, R2 ici, R2, le S1. Vous voyez, donc le R3, les R3 ou S3 sont des niveaux très assez importants quand même d'un point de vue technique. Et voilà, en fait, finalement, hier, on aurait dû viser seulement le S3 journalier. Vous voyez que le lundi, hier, on aurait pu aller chercher le S3. On aurait pu aller chercher le S3 au lieu d'aller chercher beaucoup plus bas. Donc là, c'est haussier. Le R3 journalier, ça me semble une belle résistance quand même. Et je vous rappelle qu'on a le pivot mensuel ici et le R1 de la semaine qui n'est pas très loin non plus. Donc, à mon avis, on est proche d'une résistance intraday. Vous voyez, 5400 R1 hebdomadaire. Au premier test, le R1 est généralement assez important. Plus l'unité de temps est longue et plus forcément, enfin plus la période est longue et plus forcément ce niveau est important. Mais donc voilà, je pense qu'on arrive sur un niveau de résistance assez important. 5400, le stochastique peut aider à rentrer, se positionner à la vente. Donc voilà. Finalement, là, on arrive dans une zone de prix, je pense, où les positions short en intraday peuvent être mises en place. Le DAX, regardons le DAX, plus 1,55% des indices européens, c'est très rare, hein. C'est très rare. Et en général, ça ne dure. C'est rare déjà que les indices européens aient cette performance en intraday. Rare, alors quand je dis rare, c'est une fois, on va dire par mois peut-être, ou deux fois. Ça va dépendre finalement le contexte. Mais en plus, des indices européens qui vont clôturer avec cette performance, c'est encore plus rare. Donc, je dirais qu'une performance aussi positive dès le début de séance m'indique finalement un biais qui pourrait se renverser. En fait, un optimisme beaucoup trop important en intraday. Un bond de 1,5%, imaginez en intraday, c'est beaucoup. Donc finalement, la possibilité, enfin oui, la possibilité de l'hypothèse de déception se renforce à mesure que cette performance soit importante. Donc la DAX, pareil, RMDO 12222, c'est la résistance à surveiller avec les 12200 qui est un seuil psychologique. Et pour l'Eurostock 50, on est en retracement de 50%. On a également le R1, donc là on a une résistance importante entre, on va dire, aux environs des 3700 points. 3700, 3370, pardon, 3370 à ce short. On le voit d'ailleurs, on a eu des ventes ici, regardez, en 15 minutes, ça a été direct, hein. On va se mettre en une minute. Regardez, en une minute, ça a été testé qu'une seule minute, hein. Même pas. Si on se met en tic, à mon avis, ça a été testé que quelques fois. Et ensuite, au simple test de 3370, la baisse. Donc, voilà, 3170 des vendeurs. D'ailleurs, on va mettre un petit market profile, volume par prix. Volume par prix en 15 minutes. Bon, là, on voit qu'il y a beaucoup de volume à 3340 à peu près. Donc, c'est le support. Au-dessus, alors, bon, les volumes sont pas non plus énormes. Bon, on voit qu'il y a énormément de volume à 3340, hein, donc c'est un support majeur, hein. Ensuite, on voit qu'on a 3316, puis environ des 3300, 3290. Mais là, quand même, regardez ici le pic de volume, hein, sur du horaire, pic de volume à 3700, donc on a quand même un niveau de résistance important. De toute façon, tous les seuils psychologiques, si vous regardez les volumes, ça correspond à des seuils psychologiques. Là, on est 3004, 3420. Ici, c'est 3350, à peu près. 3320, 3300.
Vous voyez, ce psychologique sont des niveaux dont les investisseurs sont particulièrement, comment dire, je dirais pas prudents, mais voilà, importants aux yeux des investisseurs. On va essayer d'être un petit peu plus précis. Oui, donc vous voyez ici, 3370, oui, niveau de résistance en intraday. Et c'est plus largement cette zone en fait. Alors entre, vous voyez ce. D'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre une moyenne mobile sur ce niveau de prix? Je serais assez surpris. Moyenne mobile sur appliqué à clôture, non. Non, donc c'est pas possible. Et bon, on voit qu'ici on a une zone de résistance au niveau des volumes. Vous voyez ici les volumes, on est dedans. Donc juste en dessous du R1 hebdomadaire. Pour le CAC, à mon avis, donc là vous voyez on a beaucoup de volume ici. Donc là on a un niveau de support. Pour le CAC, bon la prochaine résistance est à 5400 et quelques. Vous voyez que finalement elle n'est pas vraiment au prix actuel. Prix actuel, il n'y a pas beaucoup de volume. Par contre là, au niveau des 3000, en fait entre le R1 hebdo et le R1 mensuel, on a la résistance en termes de volume. Et pour ce qui est du DAX, donc on a des volumes importants à 12 000. C'est là où le prix a décollé ce matin. Et on a la prochaine résistance ici. Alors, mon niveau de prix, c'est 12 200. 12 200, c'est la prochaine résistance sur le DAX. Donc voilà, à mon avis, on ira chercher ce niveau de prix. 12 200, comme vous l'avez vu, c'est un niveau de résistance en intraday. Ça a été presque testé. Hein. Donc voilà, 12 200 sur le DAX. Prise de bénéfice, voire même position short à mettre en place. Et sur le CAC, c'est les 5400. 5400, c'est la zone potentiellement à vendre. Parce que vu le degré d'optimisme matin, plus 1,56%, c'est pas forcément enfin c'est même pas justifié finalement. On regarde ce matin d'un point de vue fondamental, bon d'un point de vue déjà du calendrier macroéconomique, on n'a pas de chiffre macro qui est ressorti. Et d'un point de vue politique, géopolitique, c'est pareil. À part si on a raté une news sur un accord du Brexit, je vois pas ce qui justifie cette hausse. Peut-on avoir une analyse du Nasdaq vu la baisse d'hier? A-t-on des supports possibles ou pas du tout malgré les verts européens? A-t-on des supports possibles ou pas du tout malgré le vert européen de ce matin? Alors des supports en intraday, j'en vois peu. Maintenant, il suffit de mettre les points pivots. Points pivots, hein, retour au R2 2 jours ou au R1. Ça peut être un niveau de prix. Alors moi, le seul niveau de support que je constate sur le CAC, c'est cette ancienne résistance vers les 5360. Mais si on a un retour à ce niveau de prix, ça voudrait dire qu'on a un optimisme en fait qui s'est renversé. On a un renversement de la psychologie d'investisseur. Donc ce serait pas forcément une opportunité d'achat. Mais voilà, en intraday, R1 journalier, R2 journalier seront des niveaux de support. Ouais, donc pour le Nasdaq, alors est-ce que la baisse du Nasdaq est inquiétante? On va se mettre dans un contexte de graphique journalier et on va voir ça ensemble. Est-ce que le Nasdaq, cette baisse, est importante? D'après l'historique, vous voyez que c'est pas très inquiétant. Hein. On est entre la moyenne mobile à 20 jours qui est en bleu, enfin 20 séances, et la moyenne mobile à 50 qui est en verte. Comme ce fut le cas à de multiples reprises. Ici, vous voyez, ici, ici, ici. Là, on était en dessous des deux moyennes mobiles. Donc voilà, je vais pas le noter. Mais vous voyez, finalement, depuis la reprise, hein, depuis que le scandale de Facebook, voilà, c'est passé. Voilà, on a une hausse du Nasdaq qui est quand même assez importante. Hein. On a une hausse du Nasdaq qui est assez importante. Et tant qu'encore une fois, on suit la tendance, hein, on est le prix au-dessus du nuage Ishimoku journalier, au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours et 50 jours. Bon, la tendance est clairement haussière. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le moment. Donc voilà, oui, les techs sont sous pression à court terme parce qu'il semblerait que la guerre commerciale est un poids de plus en plus important sur ces valeurs. Mais de là à shorter le Nasdaq parce qu'on a une baisse sous la moyenne mobile à 20 jours, c'est assez excessif, je trouve.
encore, si on a une cassure au-dessus des bandes de Bollinger dans une tendance haussière comme celle-ci, ou voilà, ça pourrait être un signal d'excès. Vous voyez, ici excès, ici également. Voilà. Encore, dans ce cas, pourquoi pas. Mais là, finalement, on retourne dans une phase de respiration. On retourne dans une phase de respiration. Et si on regarde notre disparity index qui permet d'avoir un état du momentum. C'est-à-dire que dès que l'écart relatif entre le prix et la moyenne mobile a 200 périodes, il me semble ici c'est 200, ici c'est 50, pardon, je vais mettre 200. Donc, quand on a cet écart relatif qui est trop important, ça veut dire qu'on a un excès de momentum. Et là, vous voyez, finalement, on a une phase de respiration après qu'il a atteint une résistance. C'est-à-dire que l'écart relatif était trop important, on a une résistance et donc on a une prise de bénéfice. Ça aussi, c'est un indicateur qui permet de voir les excès lorsque le prix est suracheté ou survendu. L'inconvénient de cet indicateur, c'est qu'on n'a pas de borne. C'est pas un indicateur qui est borné. Ça peut aller de 0, même moins 100, jusqu'à plus 100. Vous voyez, c'est pas borné cet indicateur. Donc on n'a pas une borne fixe comme 30 et 70 sur le RSI ou comme 20 et 80 sur stochastique. Mais plus on a un disparity index qui est élevé, et plus on a un momentum qui est trop important. Et comme vous savez, un momentum trop important, c'est de l'émotion, et l'émotion dans le marché se fait toujours corriger. Regardez ici, là on a eu un disparity qui allait extrêmement haut, et je vous rappelle, juste après on a eu le flash crash. Ici, disparity extrêmement haut, ensuite, scandale Facebook, à la baisse. Vous voyez. Donc voilà, dès qu'on a un disparity index trop important, déjà 10% c'est énorme, hein, un écart de prix de 10% entre le cours et la moyenne mobile, c'est assez important. Et vous voyez que c'est finalement une résistance. Donc voilà, cet indicateur permet en fait de voir l'état du momentum, mesurer le momentum, la psychologie des investisseurs. Est-ce qu'on est en fait globalement dans une bulle ou pas? Si par exemple le disparity index est à un plus haut d'un an, on est dans un excès en fait, dans une phase d'excès. Les investisseurs ne sont plus du tout rationnels. Et à l'inverse, on a des zones, on va dire, de survente dans une tendance baissière. Donc on va prendre finalement en fait ce qu'on va utiliser là-dessus par exemple, c'est qu'on va mettre l'indicateur Bollinger. Alors ça paraît un petit peu du chinois comme cela, mais en fait, puisque les bandes de Bollinger en théorie contiennent 95% du prix, dès qu'on va avoir une clôture à la baisse, on va avoir une zone d'excès. Et dès qu'on va avoir une réintégration, on aura le signal d'achat. Donc par exemple ici, vous voyez, disparity index au-dessus, bande de Bollinger inférieure. Ici aussi, bon là on avait pour le coup un faux signal. Ici faux signal, ici un bon signal. Voilà, ici également, là on avait un bon signal, premier coup. Donc voilà, disparity, bande de Bollinger, après on peut toujours ajuster, on peut toujours optimiser. Maintenant attention à la suroptimisation qui construit une stratégie qui est rarement durable. Plus vous optimisez une stratégie, moins elle sera durable dans le temps. Parce que en fait, plus elle est optimisée pour une période de temps précise, limitée. Voilà, donc c'est toujours un ratio, c'est toujours un entre-deux à gérer. Donc plus vous allez optimiser une stratégie, plus il va falloir la renouveler régulièrement. Il va falloir modifier les paramètres. Voilà. Donc en tout cas, le disparity, ce qui est à retenir, c'est qu'on a eu une phase d'excès fin août, début septembre, et ouais, c'est simplement corrigé. Et on arrive proche finalement d'une borne basse et proche en fait même en dessous d'une moyenne mobile à 20 périodes. 20 périodes, vous voyez, on est en dessous. Donc ça peut être considéré comme une phase de respiration suffisamment importante. On peut même mettre une moyenne mobile à plus long terme comme du 50 par exemple. Donc en clair, le Nasdaq, est-ce que c'est inquiétant cette baisse qu'on a actuellement? La réponse c'est non. Techniquement, il n'y a rien d'inquiétant. Et même en fait, regardez cette moyenne mobile à 50 jours qui fait office de support depuis le mois de juin, depuis le début de l'été. Donc pourquoi pas payer ce niveau de support, d'autant plus que l'Europe et l'Asie sont en hausse. Donc il n'y a pas de raison que le Nasdaq ne le soit pas. Maintenant, d'un point de vue volume, on voit que le support est à 7400. Maintenant, voilà, l'inconvénient du volume, c'est qu'ils sont réalisés dans le passé, donc c'est pas un indicateur avancé. C'est pas un indicateur leader. Donc Nasdaq haussier. Et la baisse hier, c'est simplement parce que voilà, on a eu Apple, Amazon, etc. qui ont clôturé dans le rouge. Et comme vous savez, ces entreprises, bon, quand elles retracent, bah,
ça se fait ressentir sur les marchés actions. Maintenant, vous savez que elle retrace rarement, enfin, ces genres de baisse, moins 3%, moins 2,5, etc. Ça dure rarement longtemps, hein. Et généralement, le rebond qu'on a après, il est quand même assez important. Donc, voilà, je resterai assez prudent sur, comment dire, sur cette baisse du Nasdaq. Et finalement, ça peut même être une opportunité pour passer, comment dire, à la vente, pas à l'achat. Donc là, on est sur le futur, donc c'est pour ça que c'est dans le vert. Donc ça vaut pas vraiment le coup finalement de le montrer. Mince. Ah non, c'est bon. Donc voilà, finalement, moi, le Nasdaq, je suis aussi, hein, encore une fois, hein, techniquement, d'un point de vue analyse technique, il n'y a pas de raison de le shorter, hein, ce Nasdaq, hein. Ni le S&P, ni le Russell, etc., etc., hein. Pour le moment, les marchés américains sont les indices qui surperforment le monde entier, hein. Voilà. Donc ça me semble trop risqué de vendre ces indices. Pour ce qui est de l'or, 1190, donc enfin 1100, 1200 dollars à peu près, ça oscille, hein. On voit que l'or a du mal à progresser. À l'inverse de l'euro, qui lui revient à ses plus hauts du mois d'août, l'or est toujours à 1200. Donc là, l'objectif, comme vous savez, à 1195, c'est le payer pour viser les 1214, puis à terme, les 1236. Voilà, donc moi je suis aussi, hein, sur l'or. De toute façon, on ne peut pas être haussier sur le dollar et baissier sur l'or, vu que la corrélation historique est au-dessus de 90%. Donc voilà, haussier, encore une fois, regardez, on en avait parlé lundi 10 septembre, on en a parlé hier, les 1195, le pivot mensuel, c'est le support à payer. C'est le support à payer pour viser les 1214. Alors à plus court terme, on peut chercher les 1200. Entre deux, on peut chercher le R1 hebdo, mais clairement, mon objectif en swing trading, c'est pour le moment, le premier, c'est 1214. Et pour ce qui est du pétrole, eh bien, sous résistance, sous 80 dollars, le Brent est sous 70. La perspective est baissière jusqu'au moyenne mobile à 200 jours. Moyenne mobile à 200 jours sur le WTI qui est à environ, vous voyez, 66 dollars. Et pour le Brent, 72. Voilà, donc perspective baissière pour les cours de pétrole tant que ces deux barils sont sous leur récent sommet. Et d'ailleurs, si on se met sur de l'hebdo et que vous mettez un RSI, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, le pétrole qui, le Brent qui a une divergence baissière et le brut également. Donc, est-ce que c'est le momentum qui nous indique qu'on va avoir un renversement de cette tendance? Possible. C'est possible. Moi, je vois bien les cours de pétrole revenir à ces obliques ici. Moi, je les vois bien. Je les vois bien revenir à ces obliques. Donc voilà. Je ne serais pas surpris si dans la fin de l'année, finalement, voire même peut-être un petit peu après, on soit en bas de ce canal qu'on est en train de faire. Vous voyez, on a quand même sur le WT, c'est assez propre, hein, la tennis technique, hein, de ce canal. Honnêtement, c'est très très propre. Donc pourquoi pas s'attendre à un retour vers les 60 dollars à terme, hein. Ça semble assez loin comme ça, mais ça me semble être comment dire, quelque chose de réalisable. Voilà donc pour ce point de marché, écoutez, hein, baissier sur le dollar, on voit que c'est la devise qui sous-performe avec le yen depuis le début de la semaine. Yen, dollar, sous-performe. AUD, NZD surperforme, oui. Maintenant, ça me semble un peu trop risqué pour les acheter ces devises parce que déjà la hausse qu'on a actuellement, elle n'est pas vraiment justifiée, hein. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de facteurs qui justifient cette hausse. A priori, c'est parce que finalement le marché, comment dire, est content que ce soit 10% et non pas 25% de tarifs douaniers. Mais maintenant, c'est pas un facteur qui va permettre une hausse du AUD ou du NZD. Par contre, l'euro ou le GBP qui est en légère baisse, on le voit sur 24 heures glissantes, ou le CAD, ces trois devises m'intéressent à payer face au dollar US. Ça, c'est une tendance haussière, me semble beaucoup plus cohérente d'un point de vue swing trading. PS, ça sent la verticalité horaire sur CAC 40. Alors, verticalité horaire, ça veut dire, à mon avis, l'excès, hein, ce que vous êtes en train de me dire. Oula, oui. Alors, en horaire, c'est extrêmement important, regardez, hein. Voilà, extrêmement important. Si je remets un petit disparity à court terme, cette fois-ci, je vais le mettre à 20 périodes, voir un petit peu ce que ça en est par rapport au passé.
Encore une fois, dès que cette disparité est à un plus haut de long et de beaucoup de périodes, c'est un regardez, disparity. Voilà, disparity extrêmement élevé. Les dernières fois où ça avait atteint 0,54 par exemple sur du court terme, par exemple ici, vous voyez on avait eu une baisse ensuite, ici, consolidation, ici la consolidation puis la baisse quelques temps après. Donc là, le disparity index est à un plus haut depuis le début du mois d'août. Hein, sur du donc le prix comparé à la mobile à 20 heures. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, ça sera tout. Hein, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché. Vous retrouverez Johan Mizar tout à l'heure à 13h. Hein. C'est le nouvel horaire pour son point de marché. 13h. Donc là, c'est 14h30. Il va le changer. Hein. C'est 13h sa stratégie bourse et Forex. Voilà, donc merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour mon prochain point de marché. Et comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Twitter et DailyFX pour davantage d'analyse.